Ben, est-ce que vous voyez mon écran, Lolette? Ben, très bien, très bien. Ben, aujourd'hui, Inch'Allah, ça sera la suite de ce que nous avons vu la dernière fois par rapport à l'injection de dépendance. Donc, avant de commencer, je voudrais savoir ce que vous avez fait par rapport à la première partie du TP. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des erreurs ou est-ce qu'il y a des problèmes? Je crois qu'il a terminé complètement le TP, des problèmes. Je trouve à peu près vous avez des problèmes par rapport à ça. Mhm. Les autres. Les autres, la bête. Ben, ben. Avant de commencer, on va tout d'abord commencer par revoir ce que nous avons vu jusque-là. Ben, déjà, nous avons vu Maven. C'est quoi la bête, déjà? Rapidement, un petit rappel pour voir lesquels vous avez révisé par rapport au quiz qu'on aura tout à l'heure. Très bien, Sihem. C'est un outil de construction de projet. B. Pour pouvoir assurer la construction d'un projet, comment on fait Maven? Comment procède Maven Core? Il utilise quoi au juste pour construire un projet? Les dépendances, ça c'est par rapport à la gestion des dépendances, HF. Mais avant de passer aux dépendances, déjà pour définir un projet, est-ce qu'un projet Maven est défini exactement de la même manière qu'un projet Java, par exemple, ou un projet Java EE, ou un projet Spring? Très bien, Siem, à travers pom.xml, qui est un fichier de quoi? Très bien, Anis, très bien, Salim, très bien, Sihem. Donc, c'est un fichier de configuration relatif à Maven. Déjà, qui dit pom.xml dit Maven et qui dit Maven dit pom.xml. Donc, Maven Core, il permet la construction d'un projet et c'est quoi la feuille de route, entre guillemets, d'un projet, c'est un fichier de configuration appelé pom.xml au niveau duquel on aura tous les détails par rapport au projet, y compris les dépendances de celui-ci. D'accord? Ben, très bien. À part donc, la définition d'un projet, déjà, ça se fait comment la définition d'un projet au niveau du pom.xml? À travers quelle balise? Très bien, CM, Group ID, Artifact ID et Version. Très bien. Euh, et par rapport à la balise relative à l'indication du type du livrable du projet, je vais vous montrer un exemple. الأخير مدام مدام Écrivez un app avant de parler. Chaque que je vois, je connais, il est en train de parler là, Ouleda. Ben, Yanis, vas-y. Hein. لازم تعاود لنا آخر كاستيون ما سمعتكش. Ben, au niveau du pom.xml, on définit le type du livrable du projet, n'est-ce pas? En créant, par exemple, je vous montre. New, Maven Project.
Create a simple project. Next. Donc là, on va écrire par exemple n.esprit. Signe, par exemple. Artefact ID testé. Donc là, le détail qu'on remplit ici pour définir le type du livrable du projet, à votre avis. Là, oui. Très bien, Sihen. Très bien, Sihen. Ici, si je ne mets rien, par défaut, le packaging, c'est jar. Très bien, très bien, Sihen. Donc, le packaging, il est par défaut un jar. Si je ne définis rien déjà, voilà. Et je peux choisir un var ou un pomme, etc. B. Ça par rapport à Maven. Maintenant, nous avons par la suite vu deux outils très intéressants. Log4j pour faire quoi? Très bien, c'est un outil de journalisation. Mais c'est quoi au juste? Très bien, Sihem. Voilà, c'est justement une API de journalisation. Donc, déjà, Log4j, il est formé par quels composants? Combien de composants on a pour Log4j? Lesquels? Mhm, mhm. Les loggers, oui. Les appenders, oui. Et les layouts. Les loggers pour faire quoi au juste? Les loggers pour écrire des messages, oui. Les appenders pour faire quoi? Voilà, très bien. Pour définir la destination du message, qui peut être un fichier ou bien au niveau de la console, ou les deux, très bien. Mhm. Troisièmement, les layouts pour faire quoi? Voilà, pour la mise en forme de quoi? Voilà, très bien. Pour la mise en forme de message, voilà, au niveau de la console. Et au niveau d'ailleurs, et au niveau du fichier d'ailleurs, hein, par rapport à l'affichage de la date, par exemple, etc., il faut aussi les définir au niveau du fichier. D'accord? Oui. Très bien. Cet outil-là, il définit trois éléments, les loggers, les appenders et les layouts, donc Log4j, qui est un outil de journalisation visant à voir et à tracer l'exécution et le bon fonctionnement de notre application. Mais, euh, pour définir ces éléments-là, on a besoin de quoi? On doit créer quoi au niveau de notre application? Au niveau de la balise dependencies, faire quoi, Achraf? Artefact ID, group ID et version de quoi, Wassim? De log4j au niveau de quelle balise? Très bien. Voilà, une balise dependency au niveau de dependencies.
L'import depuis le repository de Maven, ce n'est pas à nous de le faire. Il suffit d'indiquer votre dépendance et de faire quoi une fois que vous aurez modifié le pom.xml. Voilà, un Maven Update Project. Très bien. Très bien, Laulette. Voilà. Très bien. Ça se voit que vous avez révisé. Très bien. Très bien. Maintenant, après avoir ajouté la dépendance, on doit faire quoi maintenant pour pouvoir utiliser le logger et pour pouvoir faire les tests, pour avoir nos appenders, les définir, les layouts, etc. Qu'est-ce qu'on doit avoir au niveau de notre projet pour pouvoir les définir? Est-ce qu'on a un fichier appelé config.xml? Très bien, voilà, très bien. Le fichier log4j.xml, qui est un fichier de quoi? Il va contenir quoi? C'est un fichier de configuration, oui, très bien. Et il va contenir quoi? Le niveau de priorité à définir, oui. Quoi d'autre? Le message, les détails du message ou les messages à afficher? Est-ce que les messages à afficher, on les indique au niveau du log4j? Voilà, on y définit les appenders et les layouts et le niveau de gravité ou de priorité exigé. Très bien, très bien, très bien. Ben, voilà. Ben, par la suite, nous avons découvert un autre élément. Et c'était quoi? Gunit pour les tests unitaires. Très bien. Pour pouvoir l'utiliser, on va devoir faire quoi au niveau de notre projet? Très bien. Mhm. Pom.xml. Est-ce qu'on a un fichier gunit.xml? Mais, alors, on fait comment? Oui, on peut utiliser la commande mvn test pour le test href, mais tout d'abord, on doit avoir quoi au niveau de notre code? Une classe de test. Mhm. Très bien. Au niveau de src/test/java, au niveau de laquelle on va créer des méthodes, mais pour qu'on puisse les détecter en tant que méthode de test, on doit rajouter quoi? Voilà, attest, la notation attest. Et les annotations, c'est quoi d'ailleurs, Laulette? La notion d'annotation, par définition, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot annotation? Référence par rapport à quoi? Est-ce que c'est une référence? Association de quoi vers quoi? Mhm. Très bien. Et Nice, c'est à peu près ça. En fait,
Les annotations sont des métadonnées, ce qu'on appelle des métadonnées. C'est-à-dire des données que l'on voit et qui référencent et qui sont, voilà, des métadatas. Voilà. Méta, ça c'est le préfixe pour indiquer que c'est des éléments invisibles aux développeurs. C'est-à-dire que derrière, il y a énormément de code. Hein. Par exemple, derrière cette annotation-là, à test, il y a donc un code que l'on ne voit pas, voilà, que l'on ne voit pas et qui fait en sorte que l'on obtient un comportement bien déterminé selon la notation indiquée. D'accord? Voilà, c'est ça la définition de métadata ou de métadonnées. Les annotations font partie des métadonnées, c'est-à-dire que ce sont des, entre guillemets, des abréviations, hein, par rapport à des données beaucoup plus volumineuses qui vont nous générer des comportements bien déterminés au niveau de notre code selon ce qu'on exige au niveau de la notation. Voilà, très bien. Très bien, Anis, très bien, Bassem. Voilà, les annotations permettent exactement de simplifier grandement les fichiers de configuration et notre code aussi, puisque avant les annotations, on devait coder tout comportement que l'on désirait avoir au niveau de notre code source. D'accord? Ça va? Il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de réviser, là, voilà, est-ce que ça va? Vous me dites, ça va, voilà, s'il y a des questions avant que l'on passe à la partie de l'injection de dépendance. Les autres, hein, vous me dites, ça va, voilà, s'il y a des questions. Allez, hein. Les autres, les autres, les autres, les autres. N'hésitez pas hein, à poser vos questions, Laurette. D'accord, très bien. Donc, la dernière fois, nous avons fait la découverte d'une notion hyper importante en Spring et c'était par rapport à IOC. Voilà, l'inversion de contrôle à travers quel mécanisme? ID, c'est voilà, dependency injection ou injection de dépendance. Très bien. Donc, l'injection de dépendance, qui est un mécanisme qui nous permet d'appliquer une notion ou un pattern que l'on définit par le mot inversion de contrôle, qui nous permet de faire quoi au niveau de notre application Lovelace? C'est-à-dire inversion de contrôle. Qui contrôle quoi? Et ça veut dire quoi, une inversion de contrôle? Un container, ça c'est pour appliquer le mécanisme. Mais déjà, le mécanisme, est-ce qu'il est clair dans nos esprits? Inversion de contrôle. Le contrôle de quoi? Par qui? Et ça veut dire quoi, inverser un contrôle? Sihem, elle permet à l'application de gérer. Est-ce que notre application, elle gère désormais les objets par elle-même en Spring? Ashraf, il n'y a pas de lien entre repository et container. Hein? Je vais vous réexpliquer ça. Hein. Ben, le repository, c'est ce qui contient les dépendances, Ashraf, n'est-ce pas? Les dépendances de notre projet. Le container, c'est autre chose. Là aussi, container, c'est un espace
mémoire, voilà, très bien, que l'on a au niveau de quel élément? Qu'est-ce qu'on utilise pour déployer nos applications? Voilà, un serveur web, très bien. Donc, au niveau du serveur web, on aura un IOC container. Alors que le repository, ça c'est autre chose, c'est pour pouvoir gérer les dépendances de notre projet. D'accord? Ben, maintenant, l'inversion de contrôle, qu'est-ce qu'on avait avant Spring et qu'est-ce qu'on a eu ou obtenu en utilisant Spring? L'inversion de contrôle, ça consiste à quoi? Déjà, c'est pour contrôler quoi? Le développeur faisait l'instanciation des objets, oui, très bien, Sihen. À travers, par exemple, l'utilisation des OJB Imen, ça c'est en utilisant Java EE. Donc, l'inversion de contrôle, c'est que qui va contrôler l'application finalement en Spring? Qui va contrôler notre application en Spring? Lequel? Un patron d'architecture commun, ça c'est l'inversion de contrôle. Ben, oui, l'inversion de contrôle est un design pattern, c'est un modèle que l'on va suivre pour pouvoir assurer l'inversion de contrôle. Ben, il fonctionne selon le principe que le flot d'exécution d'un logiciel n'est plus sous le contrôle direct de l'application, mais du framework. Oui, c'est exactement ça. Donc, pour résumer, avant, l'application, elle se gérait elle-même. Maintenant, en utilisant la notion d'inversion de contrôle, c'est que ce n'est plus à l'application de s'auto-gérer, mais on donne la main à un framework sous-jacent pour qu'il puisse contrôler l'application. Dans notre cas, il s'agit de quoi? Je veux plusieurs réponses. Hein. Je veux que tout le monde y participe. Allez, allez-y, hein, vous me dites. Quel est le framework qui va gérer l'application? Hein? Voilà, très bien, Lovely. Donc, pour résumer, l'inversion de contrôle consiste à faire en sorte à ce que un framework sous-jacent puisse lui gérer l'application, alors qu'avant, l'application, elle se gérait elle-même. D'accord? Donc, voilà, sans avoir à coder. En fait, ça simplifie le code, oui. L'inversion du contrôle, c'est-à-dire que ce n'est plus à toi de créer ou de gérer tes objets. Il suffit d'indiquer à Spring quel élément il doit gérer, il va le faire à votre place. Donc, là aussi, c'est un concept, ce n'est plus à l'application de gérer, mais c'est à un framework sous-jacent de gérer tout, les dépendances, etc., les, les, les implémentations, etc. Donc, Spring, il va prendre le contrôle de l'application, il va scanner l'application et dès qu'il trouve une injection de dépendance à faire, il le fait. D'accord? Donc, finalement, l'IOC container dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est un espace mémoire contenu au niveau de notre serveur web qui va être géré par Spring d'une façon dynamique. Alors qu'en utilisant Java EE, par exemple, voilà, très bien, Sihen, alors qu'en utilisant Java EE, par exemple, ça se faisait d'une façon statique à travers le conteneur EJB. Donc, ce qui se faisait de manière statique avant, on peut désormais le faire d'une manière dynamique grâce à Spring maintenant. D'accord? Donc, le contrôleur ne fait plus de traitement, mais il va faire appel à un service. Le service, lui, il va donc faire appel à la couche repository pour pouvoir avoir un accès aux données et ainsi on aura donc la totalité des injections de dépendance que l'on voudrait avoir au niveau de notre code. D'accord? Ça va? Est-ce que ça c'est clair dans l'esprit de tout le monde?
Ça, c'est très important à assimiler. Si vous avez des questions, vous les posez directement, là, Leïda. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Hein. C'est ce qu'on a découvert la dernière fois et c'est ce sur quoi on a travaillé la dernière fois. Vous me dites si ça va, voilà, s'il y a des questions. Là, vos réponses au niveau du chat, là, allez-y. Hein. Vous me dites ça va ou est-ce qu'il y a des questions? Les autres, les autres, les autres. Hmm. Mhm. Les EJBH, oui, oui. En fait, les EJB sont des beans. Enterprise Java Beans, ce sont des beans Java qui ne peuvent survivre ou aller vivre qu'au niveau d'un conteneur EJB. C'est lui qui gère leur cycle de vie, mais ça se faisait comment? Ça se faisait d'une façon statique. C'est-à-dire qu'on avait un conteneur EJB au niveau duquel on créait, donc en fait, le conteneur créait des EJB d'une façon statique. Leur gestion est effectuée d'une façon statique. Alors qu'aujourd'hui, en utilisant Spring, on n'a plus déjà besoin d'un conteneur EJB et on n'utilise donc plus d'EJB mais on utilise plutôt un conteneur léger qui va lui permettre d'assurer donc la création dynamique des bins dont on a besoin. C'est désormais des bins Spring qui sont très différents des EJB bien sûr et leur injection les uns dans les autres, les injections de dépendance, ça se fait à travers Spring. Est-ce que c'était ça ta question? Est-ce que je t'ai répondu? Les autres, est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des questions? D'accord, très bien. Ben, donc, nous avons parlé de la notion d'IEC, d'inversion de contrôle, et la forme principale de ce concept-là, qui est l'injection de dépendance. Nous l'avons défini la dernière fois et nous avons parlé des modes qui vont nous permettre d'assurer ces injections de dépendance en Spring. Quels sont euh, combien de mécanismes on peut utiliser et lesquels, Laoulette? Comment on peut configurer ces injections de dépendance en Spring? Voilà, config en utilisant XML, en utilisant Java ou bien en utilisant la notion d'annotation. Très bien, très bien, très bien. B. Donc, la dernière fois, donc, nous avons défini les types de Bean Spring qui vont nous permettre d'assurer ceci. Donc déjà, donc nous avons évoqué les scopes d'un Bean Spring qui peut être un singleton,
de type singleton, de type prototype, ou bien dont la portée est request, la portée est session, ou bien la portée est global session. Singleton, on va pouvoir l'utiliser quand? En fait, en Java, vous avez utilisé le type singleton pour pouvoir assurer la connexion. Mais là, dans quel cas on pourrait l'utiliser? Voilà, quand on a besoin d'une seule instance au niveau de quoi? Où est-ce que on crée les bins? Où est-ce que Spring il fait la création des bins? Quel est l'emplacement physique? Voilà. Lequel? Voilà. Le conteneur IOC, très bien, Imen. Voilà, très bien. C'est l'IOC container au niveau duquel on va avoir nos bins, qui va les créer, qui va assurer la création de nos bins Spring désormais, Laulette. Lequel? Voilà, le framework Spring, très bien. Exactement, voilà. Ben, donc, singleton, c'est pour avoir une seule instance du bin au niveau du conteneur IOC. Voilà. Prototype, c'est quand on a besoin d'une nouvelle instance qui sera créée à chaque appel du bin au niveau de la partie métier, surtout. Request, nouvelle instance créée, mais pour chaque requête HTTP. Donc, par rapport à la partie web. Session, quand on a besoin d'une instance du bin par session HTTP, tout au long de la session. Quand est-ce que la session va pouvoir prendre fin, Lavley? Une erreur, une session HTTP. Soit je fais la déconnexion, oui, pour fermer la session, soit est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Quand on ferme le serveur, on n'aura plus les bin Spring, oui, Youssef, mais là, je parle de la session HTTP. Quand est-ce qu'elle va pouvoir prendre fin? Parce que normalement, là, quand vous fermez, ça fait partie de la déconnexion. Voilà, voilà, très bien, Wassim, c'est exact. Quand on dépasse un certain délai, par exemple, si vous lancez là, si vous ouvrez un site de shopping, par exemple, pour pouvoir acheter des éléments, et vous ne validez pas vos achats et vous partez pour la pause déjeuner, par exemple. Donc là, vous allez probablement atteindre le délai, voilà, au bout duquel vous n'allez plus retrouver votre session, vous n'allez plus retrouver vos achats et vos sélections. D'accord? Atteindre le résultat HRF, en fait, tant qu'on est au niveau d'une session, il faudrait lui indiquer qu'on a terminé, qu'on n'aura plus besoin des services, n'est-ce pas? Voilà. Ben, très bien.
On a évoqué également le type Global Session ou la portée Global Session. C'est quand on a besoin de cette instance du BIN pour un ensemble d'applications. Par exemple, 6 applications pourraient utiliser cette même instance du BIN au niveau du même conteneur web. Et ainsi, la totalité de ces applications auront accès à cette instance du BIN et pourront modifier cette instance-là donc comme bon leur semble, d'accord? Donc, les portées ou les types de Bean Spring proposés que l'on pourrait utiliser selon le besoin au niveau de nos applications, d'accord? On a par la suite défini le premier mode. Donc, Spring, elle peut se baser sur 3 façons différentes pour pouvoir configurer cette injection de dépendance et la création des bins. Donc, l'objectif est premièrement la création des bins, deuxièmement l'injection des uns dans les autres. En utilisant XML, on va avoir besoin de quoi au niveau de notre code, David? Voilà, très bien, Sihem. On aura besoin d'un fichier de configuration XML qui va nous permettre d'insérer quoi? De créer quoi? Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il va contenir exactement? Voilà, très bien. Enfin, ça va nous permettre de, voilà, voilà, on indique les bins dont on a besoin, le niveau contrôle, le niveau quoi? Quoi d'autre? Par exemple, là, user control par rapport au contrôle, et quoi d'autre? Quels sont les autres bins qu'on a créés la dernière fois? Service, oui. Très bien, Imen. Et quoi d'autre? Voilà. Et user DAO par rapport à quoi? Voilà. Par rapport à la couche repository pour pouvoir assurer l'accès aux données. Très bien. Donc finalement, on a utilisé 3 types de bins dont nous avons parlé la dernière fois. Nous avons donc, voilà, comme vous pouvez voir là. Donc là, par rapport au contrôle, nous avons fait la création de cette classe-là. Par rapport au service, nous avons fait la création. Pourquoi on a 2 éléments ici, David? Ça, c'est la classe relative au service. Mais pourquoi on a un deuxième élément ici? Voilà, c'est une interface implémentée par cette classe-là. Et pourquoi faire? Et quels sont les bins qu'on doit définir euh, au niveau de ces interfaces-là? Pour quel bin on aura des interfaces là?
DAO et service. Est-ce qu'on a pour le contrôleur? Pourquoi? Quelle est l'utilité de ces interfaces et pourquoi on n'a pas pour le contrôle, Laouled? Pourquoi? Pourquoi on n'a que des interfaces pour la couche repository et pour la partie service? Hmm? Ben, qui va être injecté dans qui? Est-ce que la couche repository par rapport au DAO va être injectée dans le contrôleur? Youssef, DAO dans le service, oui, très bien. Et service dans le contrôleur, oui, très bien, Cyril. Oui. Donc, finalement, les deux éléments qui vont être injectés dans d'autres sont le service et DAO, repository. Voilà. Donc, finalement, on voudrait avoir des interfaces pour les beans qui vont être injectés dans les autres afin de faire abstraction de quoi, Laoulet? On en a parlé là, la dernière fois, hein. Voilà, du code finalement. Voilà, donc indépendamment du code des différentes méthodes, on aura toujours les représentants, entre guillemets, des classes ou des beans qui sont les interfaces. Donc, abstraction faite des détails, peu importe si on apporte par la suite des modifications au niveau des méthodes, des classes, etc., on aura toujours les mêmes signatures des méthodes et donc les mêmes interfaces. Et donc, on n'aura pas à modifier la totalité du code pour la modification d'une seule méthode au niveau du service, par exemple. D'accord? Voilà pourquoi on aura à créer des interfaces euh, pour les bins relatifs au service et à la partie repository DAO afin d'assurer cette abstraction. D'accord? Ben, très bien. Donc, la dernière fois, nous avons fait la création de la partie contrôle, de la partie DAO et de la partie service. Nous avons par la suite essayé de tester le bon fonctionnement de premièrement, l'instanciation de ces bins-là. Deuxièmement, l'injection des bins les uns dans les autres, le service dans le contrôleur et la partie repository dans le service. Pour ce faire, nous avons donc créé cette classe-là, démo, qui implémente bien sûr cette application-là, elle implémente le Grapology pour pouvoir assurer la journalisation, la vérification du bon fonctionnement, etc. Donc, comme vous pouvez voir là, il y a vérification de l'accès à la méthode Verify Beans. Par la suite, on aura à indiquer ici ClassPath XML Application Context, le nom du fichier XML qu'on a créé. On le crée où d'ailleurs, Laouled? Le fichier XML de config. Très bien. SRC main resources. Voilà.
comme vous pouvez voir là, le premier bin, contrôle, deuxième bin, service, troisième bin par rapport à DAO. Très bien. Donc, par la suite, nous avons fait le test à travers cette classe-là, démo test. Vous voyez là la notation qui nous permet d'assurer les tests, laquelle? Voilà, attest, très bien. Mais comment on va pouvoir lancer les tests unitaires, là, Ouled? Hmm? Run as unit test. D'ailleurs, on pourrait faire autrement pour lancer les tests unitaires, Ouled. Comment on pourrait faire autrement aussi pour lancer les tests unitaires, là, Ouled? Voilà, très bien. La commande Maven test, très bien, ça. Ben, on attend l'exécution. Voilà. Vous voyez que là, il a bien fait l'implémentation de la partie contrôleur, la partie service, la partie DAO, et il a pu sortir de la méthode Verify Beans Test. Bien sûr, là, à chaque création, il va revoir le fichier XML relatif à la configuration des différentes injections de dépendance. Et donc, il va trouver ici, pour le user control, il va trouver cette injection-là par rapport au service. Et au niveau du service, il va trouver cette indication-là par rapport au DAO. Et donc, ainsi, il aura fait à la fois la création des différents bins plus l'injection des uns dans les autres. Le service dans le contrôleur, le DAO dans le service. Et ainsi, on aura la totalité de la vérification par rapport au bon fonctionnement de notre application. D'ailleurs, vous voyez là, c'est coché en vert, donc c'est bon. Il m'indique là le temps d'exécution, le temps qu'a pris l'exécution. Zéro erreur, zéro échec, c'est en vert, donc c'est bon. Donc là, c'est le TP qu'on a fait normalement la dernière fois. Ça, c'est par rapport à la première partie. Après, nous avons fait la découverte d'une deuxième config qu'on va voir en détail d'ailleurs maintenant. Quelle est la deuxième config qu'on a vue la dernière fois à l'OLED? Soit en utilisant XML, soit en utilisant quoi? Voilà, très bien. À travers l'utilisation de Java. Comment on l'a fait? Est-ce qu'on aura le fichier de config? Quelles sont les différences par rapport à ce que nous avons fait en XML? Est-ce qu'on aura nos bins déjà? Voilà, pas de fichier de config XML. Donc, on va faire comment pour la config, la OLED? Voilà, voilà. La config, au lieu de se faire à travers le fichier là que vous voyez ici, TP1 injection, voilà. Donc là, normalement, on avait ce fichier là par rapport à la config. Au niveau de SRC Main Resources, vous voyez là, alors que là, en utilisant Java, on n'aura plus déjà ce fichier de configuration, hein, .xml, alors qu'on aura en plus des packages relatifs au contrôle, DAO et services qui vont bien sûr contenir nos services, l'interface, DAO et son interface, contrôleur plus la classe démon qui va assurer la vérification de la bonne création des bins. On aura en plus un package relatif à la config qui va contenir une classe Java de configuration que l'on a nommée beans configuration qui, elle va
assurer à l'image du fichier XML de configuration, elle va donc ici, Spring en tant que framework sous-jacent, il va parcourir ce fichier-là, il va regarder quels sont les bins qu'on lui demande de gérer. Donc, c'est à lui de premièrement les instancier et deuxièmement continuer à les gérer en assurant leurs injections les uns dans les autres. Donc, la gestion de la totalité du cycle de vie de ces bins-là va être assurée par Spring et c'est ça la définition de l'inversion de contrôle. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus faire un new controller, par exemple, etc. C'est à Spring de gérer ceci, de gérer l'instanciation plus le cycle de vie de ces bins-là. À travers quoi? On lui indique juste au niveau du fichier de la classe Java, puisqu'on est dans la config Java, on n'a plus qu'à lui indiquer quels sont les bins qu'il va gérer. Donc, on rajoute la notation @bin pour chaque bin que l'on lui demande de créer. Bien sûr, cette classe-là, pour qu'elle puisse être détectée en tant que classe de config, on doit lui rajouter la notation @configuration. Au niveau de ces lignes-là, donc on va lui indiquer déjà qu'il va faire la création d'un bin que l'on va nommer user control par exemple, et on lui indique également qu'il va non seulement assurer la création de ce bin-là, mais en plus que l'on va faire une injection de dépendance par rapport au service. On va récupérer le bin de service et on va l'injecter au niveau du contrôleur. Même principe pour le service. Donc là, on indique à Spring qu'il va assurer la création de ce bin-là déjà, plus qu'il va faire l'injection de la partie DAO dans le service. D'accord? Ici, pour la partie DAO, puisqu'on n'aura pas à rajouter quoi que ce soit, on n'a rien à insérer, donc on aura bien sûr uniquement la définition de ce bin-là. Donc, on indique juste à Spring qu'il va assurer, lui, la création et le contrôle, la totalité du contrôle de ce bin-là, sans avoir à injecter quoi que ce soit dans celui-ci, puisqu'il s'agit de la partie DAO. D'accord? Donc, finalement, c'est le même principe que la config XML, sauf que là, c'est écrit en Java. Est-ce que ça va, Lavled? Vous me dites si ça va, voilà s'il y a des questions. N'hésitez pas. Donc, on est en train de parler de la deuxième config relative à Java, que l'on va tester justement ici. Vous me dites s'il y a des questions, voilà, ça va, Lavled. Ben, très bien. Maintenant, pour pouvoir tester ceci, on aura besoin de créer quoi? On va faire appel à quoi? On va utiliser quoi pour tout ce qui est test et journalisation? JUnit pour les tests unitaires et quoi d'autre, Sihen? Très bien, Sihen. Et Log4j pour la journalisation. Très bien, Imen. Très bien. Un petit comme ça. Voilà. Ben, donc, voilà. Déjà, on a fait appel au logger pour le créer. Après, on n'aura plus à définir
ou à charger le conteneur Spring comme pour la config XML, parce que là, au niveau de la config XML, on devait indiquer le nom du fichier de config. Alors que là, on devrait indiquer quoi? Pour que le chargement du conteneur Spring IOC puisse se faire, on doit, voilà, on doit faire quoi? Package de quoi? Puisqu'on a un package ici. Le package de config du bin, le voici. Il est déjà au niveau de src/main/java. Donc là, il suffit d'indiquer quoi au niveau de la classe? Regardez. Context égale new annotation config application context. Et on a indiqué quoi ici? Voilà, très bien. Le nom de la classe relative à quoi? Relative à la config des bins. Très bien. Donc, y compris l'instanciation, l'indication qu'on doit instancier tel et tel bin, plus l'indication sur les injections de dépendance à faire. D'accord? Après, pour pouvoir les tester, pareil que pour la config XML, on aura juste à tester au niveau de src/test/java. Donc, on aura toujours… Vous voyez que là, pour pouvoir assurer les tests par rapport à n'importe quelle classe, on doit nommer comment la classe de test, déjà. Voilà, nom de la classe plus le mot test. Très bien. Ça, c'est très important hein, pour les tests unitaires, pour que ça puisse fonctionner correctement. Voilà. Mais donc, on va les tester ensemble. Démo test, c'est démo.verifyBeans. Au niveau de démo, on a fait quoi au juste? Après avoir chargé le conteneur Spring IOC, qui va assurer dynamiquement la gestion des différents bins indiqués au niveau du fichier. Vous voyez que là, contexte égale new annotation config application et on a indiqué le point classe relatif à la classe de configuration. Par la suite, on a donc là suivi hein, les traces de chaque création au niveau du contrôleur, le service plus le DAO, et qu'on est bien entré et sorti de la méthode verifyBit. Donc, on va lancer le test là. On voit JUnit test, et on va voir ce que ça va donner. Vous voyez là, voilà, 10h03, donc c'est exactement maintenant. Voilà, il a fait quoi? Exactement le même résultat de tout à l'heure. Déjà, il m'affiche qu'il a parcouru le fait qu'il a créé la partie contrôle, la partie service, la partie DAO et qu'il est bien sorti de la méthode. Ça, c'est par rapport à la journalisation. Maintenant, par rapport au test unitaire, voilà, c'est coché en vert, donc c'est bon. Il m'indique le temps d'exécution, 0 erreur, 0 failure, plus c'est coloré en vert, donc c'est bon pour l'instanciation plus l'injection des dépendances. S'il y avait par exemple des problèmes au niveau des injections de dépendances, il n'aura pas pu créer correctement, donc instancier correctement ces bindas et il m'aurait affiché ici un problème au niveau de la journalisation et ou au niveau du test unitaire, d'accord? Donc, normalement, tout fonctionne correctement. On a bien l'instanciation des bins
plus l'injection des uns dans les autres. Et c'est ce qui nous permet d'appliquer le concept d'inversion de contrôle. D'accord? Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc finalement, l'IOC container, c'est quoi au juste? C'est une zone mémoire dynamique créée au démarrage du serveur et qui va être libérée dès qu'on ferme bien sûr le serveur. C'est facile à utiliser, c'est simple et pourtant, c'est ce qui a fait le grand succès de Spring Cloud. D'accord? Donc, c'est ce qui a fait réellement le succès de Spring. Donc, c'est une notion hyper importante en Spring. C'est ce qui a révolutionné la vision par rapport à la non-utilisation des EJB. C'est ce qui a permis de laisser de côté l'utilisation des EJB et donc l'instanciation dynamique de nos beans qui sont désormais des beans Spring. Donc, on parle désormais de beans Spring qui vont être gérés non pas par l'application, mais plutôt par le framework sous-jacent qui est Spring dans notre cas. D'accord? Très bien. Donc là, nous avons finalement vu deux modes qui permettent la configuration des injections de dépendance en Spring, à savoir la config à travers un fichier XML, la config à travers une classe Java. Maintenant, la partie la plus importante, la plus intéressante, la plus utilisée désormais, ce n'est plus l'utilisation de la config XML, ce n'est plus l'utilisation de la config Java. Il s'agit désormais de l'utilisation des annotations afin d'assurer cette config-là. En fait, juste une petite remarque, il se peut que vous trouviez au niveau de votre stage, voilà, les entreprises par la suite, etc. Il se peut que vous trouviez l'utilisation d'XML, l'utilisation de Java, certaines entreprises font un mélange entre plusieurs modes de config par rapport à l'injection de dépendance. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que l'injection de dépendance en utilisant XML, ce n'est presque plus utilisé. Il se peut que vous trouviez ça au niveau des entreprises, mais ce n'est presque plus utilisé. Pourquoi? Parce que la manipulation de fichiers XML, ça va être compliqué. En cas d'erreur, par exemple, au niveau du fichier, ça ne va pas pouvoir instancier les bins, donc ça va créer des problèmes par la suite. Même principe pour Java. Donc, l'utilisation d'une autre classe pour la config, donc la centralisation de nos éléments, ça peut générer des problèmes si on a donc des erreurs au niveau de cette classe-là. Alors que là, en utilisant la notion d'annotation, c'est beaucoup plus simple et c'est d'ailleurs la méthode la plus utilisée dans le monde des entreprises aujourd'hui afin d'assurer l'injection de dépendance et donc l'inversion de contrôle en Spring. Ça se fait comment? On a vu l'utilisation d'XML, comment ça se fait? On a vu le principe au niveau de Java et on a testé l'exécution de celle-ci. Maintenant, pour les annotations, ça se fait comment? En fait, il y a une décentralisation de la configuration, c'est-à-dire qu'on n'a plus un fichier unique pour avoir toutes les configs par rapport à tous les bins à créer par Spring. Il suffit de créer vos classes relatives au contrôleur, au service, à la partie DAO, donc les différentes couches. Et par la suite, il suffit d'indiquer à travers l'utilisation des annotations. On a parlé tout à l'heure des annotations qui sont des métadonnées, des métadata, qui sont finalement pas la création de Spring Cloud. En fait, les annotations, c'est la révolution proposée par Java, hein, par le langage Java. Mais le fait que Spring a mis cette vision de métadonnées au service de la configuration des injections de dépendance, ça a beaucoup facilité, voilà, simplifié ces configs-là à travers ces annotations-là. Vous allez voir que contrairement à l'utilisation d'XML et Java,
l'utilisation des annotations, ça a permis de faciliter énormément ces configs-là. Il suffit d'indiquer en une seule ligne, voire en une seule expression, une annotation qui va résumer plusieurs lignes de code si on a utilisé par exemple XML ou Java comme nous avons vu tout à l'heure. D'accord? Donc concrètement, ça va se faire comment? Par exemple là, pour la partie contrôleur, déjà, on aura, vous pouvez voir là notre projet. Vous voyez là, voilà, service, DAO, contrat. Ben, donc là, on a notre contrôleur, là, on a la partie DAO, et là, la partie service. Mais, si on venait à ouvrir, par exemple, la partie contrôleur, quelle est la différence si on venait à la comparer à XML ou à Java, Lawley? Oui, Youssef, je vous mettrai, oui, je vous mettrai la partie XML et la partie Java, mais je voudrais que vous fassiez par vous-même l'implémentation de l'utilisation des annotations, Youssef. D'accord? Une fois que vous aurez implémenté ceci, je vais vous mettre les deux projets XML et Java. D'accord? Voilà, Yatik Saha Ashraf, très bien. Donc, Ad Controller, est-ce que ça a existé tout à l'heure au niveau de nos classes? Est-ce qu'on avait Ad Controller? Non, très bien. Donc, on n'avait même pas cette ligne-là. Donc, déjà, la notation Ad Controller, ça permet euh, à Spring de voir cette classe-là, non pas en tant que classe classique, que le développeur pourrait se charger de son instantiation, par exemple, parce que finalement, Spring, il ne va pas faire l'instanciation de la totalité de nos classes. Hein. Juste les classes au niveau desquelles il trouvera une indication que c'est un bin Spring et pas autre chose. D'accord? Parce qu'on pourrait avoir d'autres classes qui ne sont pas finalement des bin Spring. Donc, Spring, en tant que framework sous-jacent, il ne se charge de la gestion que des bins Spring. Comment il va les reconnaître? À travers les indications qu'on lui donne, soit à travers le fichier XML pour la config XML, soit à travers la classe de config Java en utilisant la config Java, soit à travers l'utilisation des annotations dans notre cas. D'accord? Donc, add controller, ça permet déjà d'indiquer que c'est un bin de contrôle. Même principe pour le service. Voilà, add service. Et vous choisissez un nom. Et pour la partie DAO, voilà, add repository. Et vous indiquez le nom de votre bin. Après, pour pouvoir assurer les injections de dépendance, comment ça se fait à votre avis? Lequel vous regardez ce code-là? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non, Ashraf, en fait, en indiquant par exemple juste add service, le bin va être créé en tant que service.
D'accord? Donc là, pour pouvoir assurer maintenant l'injection de dépendance, oui, Sihem et Imen très bien, c'est à travers la notation add autoadd. C'est quoi la notion d'add autoadd? En fait, tu indiques à Spring qu'il faut créer une instance s'il n'y a pas déjà une instance et il permet déjà de l'injecter dans le bin actuel. En fait, add autoadd, c'est une recherche par type de bin. D'accord? Donc, il va voir s'il a déjà ou non un objet mémoire de ce type-là pour qu'il puisse assurer cette injection de dépendance entre les deux. C'est ça le principe de add-auto-add. En fait, c'est une recherche par type. D'accord? Et ça nous permet d'assurer cette injection à travers la recherche par type selon le type indiqué. Et vous voyez là qu'on utilise directement les interfaces relatives au service, par exemple, au lieu d'utiliser la classe de service elle-même, parce que on pourrait déjà utiliser l'interface en tant que représentant de la classe en question. D'accord? Donc finalement, les annotations permettent de modifier le comportement des différents composants de notre code à travers, par exemple ici, pour injecter un objet dans un autre, c'est-à-dire un bin dans un autre, il faut le faire à travers les annotations add autoadd au lieu de faire un égal new, etc. Donc c'est Spring qui gère cet objet-là et c'est Spring qui se charge de l'instanciation de celui-ci. D'accord? Oui, très bien, CM, à travers l'utilisation d'AutoWrite. Est-ce que ça va? Ou est-ce qu'il y a des questions, Lovely? B. Très bien. Maintenant, pour voir et tester le bon fonctionnement de celle-ci, donc là, add controller, add AutoWrite, c'est bon. Pour le service, pareil, on a rajouté add AutoWrite pour la partie DAO. Et on a la même classe démo qui va là faire comment pour charger le conteneur Spring IOC. Contrairement à nos utilisations de tout à l'heure, donc on n'aura pas besoin de ces indications-là. On rajoute là, vous voyez qu'au lieu de add configuration, on rajoute le mot add component scan, tn.esprit.sp online. C'est pour lui indiquer qu'il va devoir parcourir la totalité de ces packages-là pour retrouver les bins Spring que l'on voudrait instancier, injecter, etc. D'accord? Donc, add component scan, ça permet d'indiquer qu'est-ce qu'il va devoir parcourir afin d'assurer les créations correctement des différents bins plus les injections de ceux-ci. D'accord? Ça va? Donc, au lieu d'avoir un code à indiquer, donc là, à travers add component scan, c'est pour lui dire d'aller chercher et de scanner la totalité du package. Et là, si vous voulez, par exemple, imposer un nom pour chaque bin, vous pouvez le rajouter ici, entre parenthèses. Sinon, pas besoin de rajouter le nom. D'accord? Très bien. Lançons maintenant le test pour ce troisième TP, qui est le TP le plus important par rapport aux injections de dépendance Lavlet, parce que, comme je viens de vous dire tout à l'heure, l'injection de dépendance à travers l'utilisation des annotations, c'est la plus importante, c'est la plus utilisée dans le monde de développement Spring d'aujourd'hui, d'accord?
Donc ça, ça va être, ça va faire partie du homework de cette semaine-là, et c'est le TP le plus important par rapport aux injections de dépendance. On va tester le test. On va lancer le test unitaire. Voilà. Voilà, on a lancé le test. Le résultat, est-ce que c'est bon? Ou est-ce qu'il y a des erreurs au niveau du test unitaire? Voilà. Au niveau de la console, regardons la console. Vous voyez que là, il m'a généré les mêmes lignes de code par rapport à des bugs et par rapport à un faux. Puisque là, au niveau de src/main/resources, on a le niveau de gravité des bugs. Donc, il m'a déjà affiché des bugs et un faux. Voilà, c'est bon. Donc, il a pu entrer et sortir de la méthode. Il a pu instancier les différents bins et donc en appliquant les injections indiquées. Et la vérification s'est produite convenablement par rapport au test unitaire de l'instanciation. Voilà, c'est en vert, très bien, Imen. Voilà, donc, c'est fonctionnel. Donc là, nous avons terminé les différentes notions par rapport à la configuration Spring des injections de dépendance qui nous permettent d'assurer le concept, voilà, le design pattern le plus important en Spring, qui est l'inversion de contrôle à travers, premièrement, l'utilisation d'XML, qui n'est plus, pas déconseillé, qui est entre guillemets obsolète désormais. Mais pareil pour Java. Et la plus importante, la config la plus importante est celle relative aux annotations qui permet de décentraliser les configurations à travers l'utilisation des annotations, et ça permet de modifier la classe de configuration à travers add_component_scan qui permet d'indiquer le package à parcourir pour pouvoir revoir la configuration décentralisée des différents bits. D'accord? Donc, le TP d'aujourd'hui, ça va consister à terminer. Donc, normalement, on a déjà le TP relatif à la config XML. Il va falloir donc terminer les deux autres TP, mais je voudrais que vous commenciez déjà par le TP3 hein, à travers les annotations, parce que ça, c'est ce qui va être utilisé désormais. C'est la config la plus intéressante, la plus importante dans le monde de Spring. D'accord? Après, vous aurez un quiz Maven que je vous mettrai au niveau du Classroom. En fait, j'allais le faire la séance synchrone, la correction de ce quiz, mais j'ai préféré vous laisser le temps de réfléchir sur les différentes questions, de travailler sur ces différentes questions. En fait, il y a 4 versions de ce quiz-là. Donc, je vous donnerai donc la prochaine fois à faire, hein, et on le corrigera ensemble la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux injections de dépendance qu'on vient de clôturer? D'abord, je vais vous donner donc le temps de travailler sur ces TP d'injection de dépendance. La prochaine fois, Inch'Allah, on va faire ce quiz par rapport à Maven, Log4j et Junit, et on va attaquer la nouvelle partie relative à Spring Boot. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va, Laurette? Je redis, Dima, comme toujours, si vous avez des questions, hein, la partie asynchrone, n'hésitez pas à poster la totalité de vos questions au niveau du flux ici. Vous pouvez insérer des imprimes écran, vous pouvez poser des questions là, au niveau du flux.
Vous voyez là, au niveau du flux, et vous faites le partage de votre erreur, voilà, de votre imprime écran, et on vous répond Moneya directement. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Écrivez un app hein, pour parler, tablette. Ah, vas-y, Céline. madame, merci, j'ai pas de questions, mais si vous permettez, نجم معناها باش نسأل الولاد حاجة مدام أبر سيونس هذه. Donc, je vais arrêter le cours Youssef. Le cours Youssef, il est déjà au niveau du classroom. Hein. Il est déjà publié, le TP, la démarche, etc. Ouais. Au niveau du même fichier, le même PDF, toujours. Il contient la totalité des étapes, les bouts de code, on a déjà prêts. Vous allez juste implémenter ça. Ok. Donc, les étapes sont déjà indiquées au niveau de vos slides. Hein. Mais il n'y a pas d'autres questions. Je vais arrêter l'enregistrement.